Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'Hola mon brave, la nouvelle émission de la table virtuelle. Je suis Erkep et c'est moi qui vais vous présenter ce concept aussi incroyable qu'original qu'est Hola mon brave. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh ben si vous écoutez des podcasts, je suis sûr que vous connaissez des podcasts comme 2 heures de perdu, Le Roi Steven ou encore Dr Watt. Eh ben, Oh là mon brave, c'est un peu ça, sauf que nous, on est tous, ou presque tous, fans de Game of Thrones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les épisodes de Game of Thrones depuis la première saison. Euh, et on va en discuter, tout simplement. Et pour ça, je suis entouré de 3 excellentes complices que je vais vous présenter tout de suite. Alors, d'abord, il y a Anna June Barker. Anna June, bonjour. Coucou Erkep. Salut, je suis un peu stressé, excuse-moi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc, je m'appelle Anna June Barker, pas Baker. Et vous l'entendrez très vite, je suis une fan belge de Game of Thrones et que je soutiens en live depuis les tout débuts. Et je suis un peu la groupie ultime, on va dire, vu que j'ai carrément un tatouage en référence à l'émission. Voilà, Gore à mes yeux, c'est vraiment le divertissement à l'état pur, quoi. Avec des personnalités incroyables et les histoires extrêmement malines de fibres. Et ça reste pour moi le meilleur moyen de découvrir le jeu de rôle. J'ai hâte d'en discuter avec vous. D'accord, merci. Dans l'ordre, ensuite, j'ai avec moi Maître Likao. Maître Likao, salut. Hola mon brave Erkep. Comment ça va? Ravie d'être avec vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Ravie Alors d'être dis-moi, là. d'où tu viens? Que fais-tu? Quelle est ta relation avec Gore? Un fan du sud-est de la France de Game of Thrones depuis la saison 2 en live, ayant rattrapé très très vite binge-watché la saison 1 quelques hors-série et le début de la saison 2, et depuis que je suis tombée dedans, comme dirait Obélix, il m'en faut encore et toujours plus. Et j'essaye de ne rater aucun live si je peux. Et c'est aussi Game of Thrones qui m'a donné envie de jouer et de me jeter du JDR. Comme beaucoup, Et c'est pas rien. comme moi. Comme beaucoup. Et puis, dernière personne avec moi, on a Céladon. Alors, Céladon, bonjour. Hello. Alors, Céladon, toi, c'est spécial parce que tu vas être notre... tu joues à la campagne avec moi sur la table virtuelle. Par contre, t'as jamais vu l'actual play officiel. Juste le premier épisode et c'est parce que, c'était pour discuter avec vous, quoi. Voilà. Donc, Céladon, ça sera notre nouvelle venue. Mais, Le bébé. c'est ça. Parce que nous, je sais qu'avec les 2 autres, on les a regardés un certain nombre de fois. Oui, on sera peut-être pas Trop de toujours fois, super objectif. diraient certains. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, pour l'émission, comment ça va se passer? Il y aura plusieurs parties. On va commencer par un résumé assez détaillé. On verra après, au fur et à mesure des épisodes, si on enlève des détails, si on en rajoute, mais je pense que ça va déjà être assez long. Ensuite, Maître Likao, en tant qu'experte, aura un point lore, parce que Maître Likao a une mémoire et une connaissance du lore de Game of Thrones assez impressionnante. Anna June nous présentera des petites stats qu'elle aura dégotées. Je sais pas, moi j'ai toujours les stats nulles d'Anna June. Hein. Et après, je sais pas si on va changer le nom de la chronique ou pas. Non. J'accepte la nullité de ma rubrique. Et c'est là donc, elle nous fera un petit, comment on dit, une petite prédiction sur le prochain épisode. Et elle nous dira aussi ce qu'elle en a pensé de son point de vue à elle. Et je crois que j'ai tout dit, alors sans plus attendre, c'est parti pour ce premier épisode. Oh là
là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je vais donner la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Alors, aujourd'hui, on va parler du tout premier épisode de Game of Thrones dont le titre sur YouTube est Le début d'une grande aventure. Il dure 2h31, il a été diffusé pour la première fois le 18 février 2018 sur Feu la JVTV. Donc on y retrouve bien sûr Fibre Tigre en maître du jeu, Lydia qui joue Ketra la gladiatrice, Monsieur de Rive dans le rôle d'Atlan Greten de Quirk, Daz qui interprète le mage Clodomir, et enfin Lamua dans le rôle de Niklas von Trunkel, l'alchimiste de Kniga. Et là, c'est le moment où je me retourne vers vous et que je vous demande qu'avez-vous pensé de ce premier épisode? Et on va commencer par celle qui l'a vu la première fois, à savoir Célado. Du coup, j'étais, je pense, un peu surprise, mais ils se connaissaient ou pas? Ils se connaissaient plus ou moins tous. Fibre, je crois qu'ils connaissaient pas Dérive. De Rive, ouais. Voilà. Donc en fait, Lame et Daz se connaissent depuis longtemps avec Fibre, parce qu'ils font partie entre autres de Qualité. Et De Rive a été greffé parce qu'il fallait un chroniqueur de la JVTV pour une émission de la JVTV. Et donc voilà, donc ils sont quand même assez potes, sauf entre guillemets De Rive qui s'est un peu greffé. Et Lydia, je sais pas en fait, pour être sincère. Alors Lydia ne faisait pas partie du studio 404, mais elle connaissait bien toute l'équipe. Donc effectivement, à part De Rive, ces quatre-là se connaissent très très bien. Ils m'ont fait... En fait, mais alors je pense que c'est peut-être le début, que ça doit faire ça avec chaque partie de jeu de rôle qu'on commence, mais le début est très timide, je trouve. C'est un petit peu mignon. Ouais. Ça le restera pas longtemps. Non, C'est effectivement. un petit peu mignon, mais c'est quand même déjà un peu des brutes, je trouve. C'est pas faux. Et ça va pas s'arranger non plus d'ailleurs. Non. Et à toi, du coup, Maître Likao, qu'est-ce que t'en as repensé à ce revisionnage? Alors déjà, certainement comme Anna et toi, je l'ai vu de nombreuses fois ce premier épisode, je l'aime beaucoup. La première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai pas réussi à le visionner en entier. J'avais du mal avec le rythme, avec énormément de choses. J'avais vraiment terriblement envie de connaître la suite, pour l'histoire et à la fois pour la synergie qui s'est établie très rapidement entre les 4 joueurs et le MJ. En fait, je me suis forcée, enfin pas forcée, mais je me suis dit, il faut que je le regarde par petits bouts, par 10 minutes, un quart d'heure. Et j'ai adoré voir je l'ai regardé le matin au petit déjeuner avant d'aller travailler. Ces petits bouts de 10 minutes, un quart d'heure. En fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que je regardais 5, 10, un quart d'heure. J'ai fini par regarder la fin, la dernière demi-heure en entier. Et après, les autres épisodes, je me les enchaînais à la suite. Et c'est vraiment un épisode qui est dans mon cœur, qui a vraiment une place à part. Je l'aime énormément. Ok. Et toi, Najun, du coup? Eh bien, j'ai une expérience un peu particulière avec cet épisode 1, parce que j'ai fait de multiples reruns des saisons 1 à 3, et systématiquement, je ne sais pas pourquoi, je ne commençais pas à l'épisode 1. Je commençais à l'épisode 2 ou 3, ouais, je commençais à leur arriver dans la forêt après Claveau.
Parce que dans mes souvenirs, j'aimais pas cette partie. Je trouvais que toute la partie avec Caldera était un peu moyenne. Et en le réécoutant maintenant pour le podcast, j'ai eu envie de me foutre des baffes parce que il y a déjà plein de punchlines incroyables. C'est vraiment un super chouette épisode, donc je sais pas trop pourquoi, mais c'est l'épisode que j'ai entendu le moins. C'est cet épisode 1, et pourtant il est vraiment très cool. Ok. Eh ben, et moi, puisqu'on me demande pas mon avis, je vais le dire quand même. C'est un autre podcast. Toi, Erkiep, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode? Alors moi, personnellement, j'adore ce premier épisode. C'est sûrement celui que j'ai le plus vu, pardon. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. C'est vraiment, tu vois que c'est le tout début. Ils sont là sur une vieille table avec des rideaux derrière. L'ambiance, elle est roots. T'as les alertes de sub. C'est presque les mêmes que sur ma chaîne à moi, tu vois. C'est vraiment les tout débuts. T'as Jotun qui sub. Hein, ça verra pour. Ouais, mythique. Je sais pas. Donc c'est peut-être aussi, comme je dis, la nostalgie quand j'ai découvert. Mais en tout cas, ça reste mon épisode préféré dans ma saison sûrement préférée. Et puis il y a surtout aussi le générique. Le générique du début qui a changé maintenant, mais pour moi, c'est le générique de la saison 1 et ça va jusqu'au milieu de la saison 3, je crois. Pour moi, ça reste le générique de Game of Thrones. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi le générique de ce podcast. Hein, vu que maintenant, d'ailleurs, petite anecdote gratuite, c'est que cette musique a arrêté d'être libre de droit et c'est pour ça que en cours de la saison 3, ils ont changé pour... pas le générique qu'on connaît maintenant, je crois qu'il est encore sur Gore Mademoiselle. Oui. Le générique qu'ils ont utilisé après, parce que maintenant c'est quelque chose fait par MV. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis d'accord pour le côté roots, c'est vraiment trop plaisant de les revoir avec une bête, entre guillemets, hein, une bête table. Ouais. Vraiment une bande de copains qui jouent au jeu de rôle et j'ai pas envie de faire la meuf, c'était mieux avant, mais ce petit côté-là, il me manque blindé parce que c'est une super production maintenant et ça a un peu perdu ce côté-là. Après, il y a des choses merveilleuses qui se sont mises en place, mais j'aime bien aussi le côté un peu roots de l'époque. C'est sûr, quand tu regardes ce premier épisode et quand tu regardes juste après un épisode, un des tout derniers, le choc est... ouais. Bah, moi, j'aime bien justement cette évolution de se dire ça a commencé comme ça et maintenant ça a évolué. Et j'aime bien l'évolution justement. Je regarde pas les anciens épisodes en me disant bah au final c'était pas bien ce qu'ils faisaient, c'était pas suffisamment qualitatif. C'est très très chouette de voir. Vous dites qu'on peut commencer à faire des actual plays avec une table de camping et puis quelques dés et voir comme voilà ce qu'ils font maintenant, la qualité. J'aime autant en fait ce premier épisode que ce qu'ils font maintenant. Eh bien, si tout le monde a dit ce qu'il voulait, ce qu'il avait à dire, on va passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Et on passe donc au résumé de l'épisode. Alors, cette semaine, c'est moi qui m'y colle pour la première. Alors, vous m'excuserez si c'est trop détaillé ou pas assez, j'en sais absolument rien. Je sais pas combien de temps va prendre l'enregistrement, j'espère moins que les 2h30 de l'épisode. Donc, l'épisode commence avec l'introduction par fibre des personnages que vont jouer les aventuriers. Ils se retrouvent autour d'un feu dans une forêt après que Ketra ait sauvé les 3 autres d'une mort certaine. Et ils se parlent de leur vie. Alors, comme ce sont les personnages principaux, on va prendre le temps de les présenter correctement. Et je vais commencer comme fibre par présenter Niklas von Trunkel, donc qui est joué par Lamua, un alchimiste de Kniga très doué,
qui a été renvoyé de son université pour avoir organisé une fête qui a mal tourné après avoir réussi à transformer le plomb en or. Il a été envoyé par son maître Ingramus à Aria pour retrouver un certain sceptre légendaire en guise de punition/bannissement. Malheureusement, son bateau s'est échoué quelque part sur les côtes d'Aria, et depuis, il erre dans le royaume, toujours à la recherche du sceptre. Puis vient le tour d'Atlan. Et Atlan, je te laisse le présenter, Céladon. Alors c'est Monsieur de Rive qui incarne Atlan. Alors c'est Atlan Greten de Querc. Il dit Querc en fait dans le premier épisode. Du coup, Ouais. je sais pas si c'est juste. C'est bon. Ça devient cuir qu'après. Quirk, ouais, après. Ok. S'il le dit, c'est que c'est bon. Alors c'est un noble déchu qui est âgé de 26 ans. Et il raconte que donc il raconte parce que je crois que Fibre Tigre a expliqué qu'ils avaient le droit de mentir. Donc, il raconte qu'il y a 5 ans, son valet est venu le réveiller dans la nuit pour l'inviter à fuir. Alors, c'est un peu une drôle d'invitation, mais il a pris ses affaires, il est parti quand même. Et alors, à ses dires, une organisation malveillante tente de lui nuire. Et il a en sa possession une dague particulière qui est sculptée d'un symbole dont il ignore l'origine et le sens. Et depuis cette fuite et avec son errance, il a rencontré beaucoup de personnes différentes et ça lui a permis de développer une capacité à comprendre les gens. Voilà. Ensuite vient le tour de Clodomir, et c'est toi, Nadjoun, qui va nous présenter. Alors, Clodomir de Cuivre-Champ, c'est un magicien d'Aria de type chaotique menteur, je dirais. La magie de Clodomir, elle est très très puissante en réalité parce qu'il peut à peu près tout faire sur un système de tirage aléatoire de cartes qu'il peut ensuite utiliser. On le verra pas toujours pour faire le bien, malheureusement ou heureusement, parce que ça va créer des situations assez cocasses. Alors j'ai noté qu'il est décrit comme un jeune homme assez frêle, peu assuré et plutôt pâlot. Ce qui est vraiment drôle étant donné que Daz, qui le joue, est un homme noir, grande gueule et très peu frêle. Voilà. Il faut savoir, la quête principale de Clodomir, ce sera de terminer sa formation de mage. Il faut savoir que dans le monde d'Aria, t'es soit un mage de l'académie, soit, à peu de choses près, t'es un mage mort. Et comme Clodomir, il est affilié à aucune académie, c'est un mage, entre guillemets, dissident. Et on va en apprendre de plus en plus sur qui l'a formé et quel type de formation il a reçu, ça au fil des épisodes. Ok. Et du coup vient enfin Ketra, donc qui sera présenté donc par Maître Lika. Alors, Ketra d'Achanul, qui est jouée donc par Lydia, gladiatrice, ex-esclave, qui s'est enfuie d'à peu près toutes les prisons possibles et imaginables des royaumes d'Aria, entourée de beaucoup de mystères, assoiffée de justice et de reconnaissance. Ces 3 comparses, elle ne dit pas forcément l'entière vérité sur ce qu'elle est. Elle est, elle aussi, à la recherche d'un objet légendaire. On verra ça un peu plus tard. Ketra, vraiment, viendrait d'un terme qui signifierait, d'après Fibre, bouclier. Donc c'est vrai qu'on va voir elle va avoir ce rôle dans le groupe de protectrice, puisque c'est le seul personnage combattant du groupe. Et peut-être aussi un rôle peut-être de boussole morale. Le petit jeu de mots d'Achanul, donc Achanul, on saura très vite qu'elle vient d'Aqaba, du royaume d'Aqaba, un petit village au midi de ce royaume. Et c'est bien sûr un jeu de mots sur les jeux vidéo de annuler un dash. C'est ça. Ouais, je crois que c'est des jeux de combat, il me semble, mais je suis pas du tout C'est expert. en référence à Street Fighter qu'elle a choisi. Ouais.
Ce nom. J'avais entendu ça en tout cas. Et donc, nos aventuriers sont dans la forêt, perdus. Ils ont faim, ils ont soif et ils finissent par voir la lueur d'un feu de camp à travers les arbres. Ketra, un peu inquiète que ce soit des bandits qu'elle poursuivait depuis un moment, jette un œil. Et elle aperçoit 2 hommes qui font rôtir un lièvre et un homme pendu à un arbre. Je fais tout de suite une petite intervention parce que dès le début, je trouve qu'il y a une très chouette mécanique de jeu qui s'installe, qu'on verra peut-être plus trop par la suite. Donc Ouais, ici, elle doit observer une situation et Fibrotique va lui donner un petit papier avec la description de la situation. Elle aura quelques secondes pour, comme dans la réalité, voir ce qu'elle retient. Et je trouve que c'est hyper ludique comme manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu'on va plus trop voir ça par la suite. Non, je crois qu'il a plus jamais refait. Non. Bon, après, moi je lui ai piqué et je l'utilise quand je fais jouer du Aria. C'est vrai que ouais, j'avais trouvé ça cool aussi, mais on l'a plus revu. Et du coup, malgré le pendu qui aurait pu leur donner un indice sur la nature de ces gens, ils décident d'envoyer Atlan discuter avec ces hommes pour essayer de partager leur repas. Avec le mythique premier Hola voyageur. Parce que le Hola mon brave, il le dit pas vraiment. Hein. On a eu un débat là-dessus hors micro. Mais donc, il y a le fameux Hola voyageur qui va devenir un peu sa marque de fabrique. Il le dit une fois, mais presque forcé. Et, il est dans le générique d'ailleurs. Et, Oui. Daz a essayé de lui faire redire à l'Elderfest d'hier, mais il a dit non. Donc, oui. Évidemment, ça tourne mal. Les hommes essaient de détrousser le noble et notamment de lui prendre sa dague. Atlan va alors essayer d'utiliser sa compétence apaiser les cœurs. Et le premier jet de ce premier épisode de cette première saison est un 92. Tu as une compétence apaiser les cœurs. Alors exactement. Vas-y. Alors, tu as combien en cette compétence? Alors en apaiser les cœurs, j'ai 80. Donc lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces, il faut que tu fasses moins que 80 et tu me dis combien tu fais. Il faut que tu me lances un autre dé de dignité. Exactement. Comment tu 92. Ok. 92. Très bien. Donc les mecs, donc tu ne les convaincs pas du tout. Écoutez, et pourtant, messieurs. ils chargent. Et retenez bien ce chiffre mythique qui va devenir un mème dans la communauté Game of Roll. Donc forcément, les mecs ils sont pas du tout apaisés. Ils chargent et blessent Atlan qui appelle à l'aide. Ketra sort des fourrés. Et dans un move bien classe, elle fait voler sa hache qui se plante dans le torse d'un des hommes alors que l'autre s'enfuit. Elle essaye de le poursuivre, il me semble. Mais elle n'y arrive pas. Ils se retrouvent donc autour du feu. Et Clodomir fouille le mort pour trouver une broche d'argent en forme de lune ainsi qu'une carte extrêmement sommaire. Donc là, on a un premier aperçu du caractère de Ketra envers le loot qui insiste pour récupérer plus de pièces que les autres. Vraiment, elle dit, je m'en souviens bien, elle dit ouais, c'est moi qui en ai tué 2, donc j'ai le droit à plus de pièces, etc. Ça commence à Elle débattre. dit, vous en prenez une chacune et moi je prends le reste. Il a bien raison. Ah oui, on reconnaît celle qui a le plus de pièces dans le groupe aussi. Il s'intéresse ensuite à l'homme pendu, et Clodomir se souvient d'un détail. Sous les pendus pousse parfois de la mandragore, une plante extrêmement puissante. Niklas s'empresse de creuser la terre et emprunte une des haches de la gladiatrice. Il n'y avait que 10% de chance de casser la hache en creusant. Et pourtant, 1,97 plus tard, l'arme s'explose sur un rocher particulièrement solide. Et l'alchimiste n'a d'autre choix que d'aller chercher sa plante à la main. J'adore ce moment parce que c'est pas non plus qu'ils sont hyper malchanceux parce qu'ils vont avoir des bons jets de dés aussi. Et quand il y a toujours une infime possibilité qu'une situation se passe, comme on le verra beaucoup plus tard sur une certaine partie d'échecs, mais je ne dévoile pas plus pour Céladon. Quand il y a des situations comme ça où il y a genre que 10% de chance ou même 1% de chance qu'une mauvaise chose se passe, ça leur arrive. Et ça, c'est vraiment, on est au tout début de l'épisode 1, il y a 10% de chance qu'elle se casse et bam, elle se casse. Et surtout que moi, ça m'a toujours fait rire ce passage parce que quand Fibre décrit Ketra, il insiste bien sur ses magnifiques haches. C'est clair. avec lesquelles elle a tué des centaines d'ennemis, etc. Des haches super puissantes. Et là, pour trouver un champignon, elle se casse au bout de 5 minutes de jeu. Il dit ok.
Donc du coup, il décanche le pendu, et Clodomir trouve un mandat. C'est un mandat. Ceci est un mandat donc, octroyé par le Seigneur du Rideau qui donne à son détenteur le tout pouvoir pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre dans le fief du Rideau. Voilà. Donc il faut être évidemment muni du présent mandat et de la broche d'argent. Vous avez devant vous un juge. Il décide instantanément de prendre le rôle du juge Ordo. Et après avoir mangé le lièvre et une pomme de terre trouvée, par Atlan, il passe la nuit au coin du feu. Au petit matin, après une nouvelle fouille qui les gratifie d'une bouteille d'alcool de patate, il décide de suivre la carte de Clodomir et se dirige vers le nord, vers le village de Harance. Ils sont accueillis par Robinic 41. Donc là aussi, une petite... comment on appelle ça ? Petite particularité de Game of Thrones. Les PNJ sont des noms de sub. Donc souvent, ils ont des noms un peu bizarres. Robinic 41, il faut bien insister sur le 41. Un paysan noir de crasse, plutôt désagréable, qui finit par leur indiquer la maison du bourgmestre Roger sur la colline. Les aventuriers s'y dirigent et ne peuvent s'empêcher de remarquer 3 cordes sinistres qui semblent attendre leur condamné à une branche de l'énorme figuier planté devant la grande maison. Donc Clodomir, lui, il y va franco, il frappe à la porte, il rencontre donc Roger, le bourgmestre, qui a pas l'air vraiment agréable. Donc il essaye de l'embrouiller en se faisant d'abord... parce qu'il y a toute une discussion, est-ce que vraiment on va dire que je suis Ordo, etc. Mais ils ont à moitié peur, à moitié pas peur. Et du coup, il se fait passer pour un collègue du bailli Ordo. Et il finit par le convaincre. Et du coup, le bourgmestre, sans préambule, les invite à pendre 3 personnes condamnées après leur avoir fait manger une soupe de navet. Ce passage parce que c'est là qu'on voit que Daz va prendre le lead dès le premier épisode et surtout que tu parlais de timidité Céladon. Moi je trouve justement qu'ils en ont pas trop parce que en général, j'ai fait plusieurs fois jouer le début de la campagne à des gens et ils n'osent jamais dire qu'ils sont Ordo. Ils vont dire on a trouvé un mec pendu dans la forêt et Clodomir, lui, il n'hésite pas une seule seconde. C'est soit on se passe pour Ordo, soit on se passe pour des collègues d'Ordo. Mais il y va franco et il se dit je vais essayer de trouver un moyen de profiter de ces situations et donc de mentir, évidemment. D'autant que le rôle d'Ordo, à la limite, il était plus prévu pour le gameplay du noble déchu que pour celui du jeune. Nous, Silarial a pas hésité non plus. Ouais, c'est vrai, chez vous, ils ont été franco aussi. Mais d'ailleurs, Atlan a la fameuse capacité de se faire passer pour quelqu'un d'autre, qu'il n'utilisera jamais, à part une fois, je crois, alors que c'est une capacité incroyable, et là, ça aurait été tout à fait adéquat, mais Daz prend la place, évidemment. C'est toujours le cas quand il est sur une table, et c'est pas pour nous déplaire, nous publics. Il utilise une fois et il loupe, en plus. Oui, en plus, il loupe, oui. Il réussira, mais c'est un spoiler. Ouais. Bien après. Bien après. Du coup, les aventuriers ne sont pas très chauds pour pendre des gens comme ça. Ils se font exposer le problème. Donc le problème, c'est qu'Hermance, la femme d'un riche négociant du village, le père Chapi, l'aurait tué. Elle clame son innocence et accuse la rebouteuse, qui elle-même accuse le domestique. Du coup, Roger a décidé de ne pas se prendre la tête et de pendre tout le monde. Donc devant la faiblesse des accusations, les compagnons décident de mener l'enquête. Après interrogation, il s'avère que Hermance était battue par son mari. Elle voulait le tuer. Elle avait demandé du poison à la rebouteuse, mais elle jure qu'elle n'a pas eu le temps de l'utiliser. La rebouteuse, elle leur assure qu'elle n'a fourni à Hermance que de la digitale séchée. Donc apparemment, ça aurait rendu malade le mari, il ne l'aurait pas tué. Et je crois que Nicolas est d'accord avec ça, il me semble. Oui. Et Baudouin, le domestique, leur explique qu'il est domestique par défaut à cause d'une dette de sa famille. Il a cuisiné un poulet avec des herbes au hasard du jardin. Et après vérification, Baudouin a cuisiné un poulet à la ciguë, donc un poison violent.
Alors ce genre de dilemme moraux, c'est tout à fait la came de Fibre Tigre. Il adore mettre les joueurs devant 2 solutions ou 3 solutions qui sont toutes les 3 pas tout à fait bonnes, pas tout à fait mauvaises, et puis débrouillez-vous. Et c'est vrai que c'est hyper chouette à jouer comme débat ce moment-là. Et il y a rarement 2 enfin, ça se finit jamais de la même manière quand tu fais jouer cette partie du scénar. Alors moi, c'est marrant parce que je l'ai fait jouer, j'ai joué en famille et j'ai joué avec la table virtuelle. Ils ont fait exactement la même chose. C'est vrai? Que dans l'actual play aussi. Ouais, ça a fini pareil. Donc, après délibération teintée de tentative de corruption de Roger, qui essaye de corrompre Clodomir, enfin Clodomir Ordo, Clodomir décide de pendre Hermance et Baudouin. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais il avait décidé. Pour le fun, enfin, Erkep pour le fun. C'est ça. Mais après un long débat, une lueur d'humanité et d'appât du gain, on verra plus tard, brille dans la tête du juge Ordo. Il libère Hermance, condamne Esclarmine à prendre un bain par an, et Baudouin au pilori pour 1 semaine, un pilori qu'il devra fabriquer lui-même. J'ai bien aimé. Et j'ai aussi noté que Clodomir il dit oui, bah parfois on tue des gens sans faire exprès. Ça m'a bien fait rire vu ce qu'il attend après. Ouais, c'est vrai. Atlan, lui, il perd pas le nord et il essaie d'extorquer de l'argent de la part de la veuve qu'ils viennent de sauver. Il négocie âprement et la veuve finit par accepter à contre-cœur de leur filer 15 écus et quelques étoffes de qualité. Sachant que pour vous donner une perspective, 1 écu, c'est ce que peut économiser un paysan pendant 1 an de travail. Donc c'est une somme énorme. C'est-à-dire que, en fait, vous ne réalisez pas que vous êtes tout d'un coup devenu très très riche. Et oui, retenez bien, 1 écu, c'est 1 an d'économie. Ils sont très très riches avec 15 écus. On va voir que la notion de richesse va fluctuer pendant l'aventure, mais de beaucoup. Ils retournent donc voir Roger, qui leur confie la vraie mission du bailli Ordo. Donc au nord de Harance, se trouve Claveau, qui est censé livrer du fer pour les épées du rideau, mais les livraisons se sont arrêtées il y a 2 semaines. Roger pense que Persimony, le sénéchal du village, a trahi le rideau et vend maintenant le fer au pays ennemi l'Osmanli. De plus, ils ont détruit le pont qui les connecte à la route de Rideau. Ordo doit donc aller au village, arrêter Simoni et reconstruire le pont pour que les livraisons reprennent. Pas vraiment sûr de vouloir s'entraîner dans cette histoire, l'équipe décide quand même d'aller voir en tant que simple voyageur. Ils passent la nuit à la Belle Étoile, et Niklas en profite pour recoller la hache de Ketra, grâce à une potion de son invention, la glu von Trunkel. Mais aussi de fabriquer une potion d'Hallucina Trunkel, grâce à la racine de Mandragore. Retenez bien aussi... Ouais, désolé. J'avais pas compris ça. Il l'avait dans son inventaire avant de commencer l'aventure, la glu. Il l'avait juste pas nommé. Oui. Ah, ok. Merci. Il a 2 ou 3 potions de base, 2 je crois. La glu et le... Bah, 3. Le passe-muraille. Il y a l'Ingramus qui est de Ingramus. Il y a le passe-muraille qui est de Karloff. Et puis, il avait une glu, mais qu'il n'avait pas encore nommée. Ouais. C'est lui qui a choisi ça? Ah oui. Les potions, je veux dire. Les potions, je pense pas, mais le nom... c'est canon. On le verra plus tard quand on ira à Kniga. Le passe-muraille aussi est canon. Hein, c'est 2 grands alchimistes de Kniga, Ingramus et Karloff. En fait, en grattant un peu, la glu, on comprend que chaque alchimiste de Kniga, pour être un alchimiste diplômé, il doit avoir une potion signature. Donc, la glu von Trunkel, la potion signature de Niklas. Mais la Lucina Trunk, on va voir que ça va prendre le pas sur la glu von Trunkel. C'est un petit jeu de mots sur le rédac-chef à l'époque de la JVDV, Frédéric Trunk. Donc, le lendemain, ils avancent sur une grande route d'allée.
et ils se sentent observés, mais n'arrivent pas à attraper leurs poursuivants, malgré des tactiques vraiment au poil. D'ailleurs, c'est un personnage qui m'a toujours fait rire aussi, ça. Je sais pas, il se déplace de buisson en buisson Ouais. de manière Avec le totalement capuchon. ridicule. D'ailleurs, à un moment, ils le disent, ils disent si les mecs ils sont en train de nous regarder, ils doivent nous prendre pour des fous. Mais... Effectivement. Des couleurs très voyantes. Ouais, c'est ça. Et donc, ils finissent par arriver à un croisement où pendent 4 fillettes. Alors, comme dit Fibre, des fillettes, pas des enfants. Ne nous emballons pas, il dit. Oui. Des caches-prisons. Voilà, des caches-prisons, et il y a aussi des panneaux qui disent Nord Claveau, Sud Aranst, Ouest Rideau et Est Varna. Il fouille les fillettes, ouais. C'est vrai que ça fait bizarre de le dire comme ça. Ketra ouvre sa cage, et l'homme censé être mort se jette dehors. Il s'agit de Jotun, un contrebandier qui leur vole instantanément un écu sous prétexte d'accolade. Pris sur le fait, il essaie de négocier. Il explique qu'il fait un peu de contrebande entre l'Osmanli et Aria, et qu'il a été enfermé par Persémoni, le sénéchal de Claveau. Clodomir dévoile son identité de juge Ordo, et lui annonce qu'il doit retourner en cage, mais Jotun essaie de s'enfuir. Il est plaqué au sol par Ketra, il supplie pour qu'on le laisse tranquille, et les aventuriers finissent par le laisser partir vers Arance. Jotun. La naissance d'un mythe. Oh là là. Non, pour moi, Jotun, c'est vraiment avec ce passage. En fait, si Jotun est devenu un mythe, selon moi, c'est parce que c'est grâce à lui qu'on réalise tout le génie de Fibre. Parce que c'est pas un grand MJ en termes de roleplay. C'est pas lui qui va faire des voix ou des personnages hyper poussés. Mais pour ce genre de perso filou, décontracté, enfin je sais pas trop comment le décrire autrement, tu sais, tout en humour et en finesse, il est vraiment inégalable, quoi. J'ai envie de pleurer de rire quand il les fait. Le fameux quand Jotun sort de la fillette, il fait « Hey, vous êtes sympa ou pas ?» Et ça m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça tellement frais et joyeux comme ça. Enfin voilà, c'est toute la signature, le ton signature de Fibre qui fait que je l'adore en tant que MJ. Ouais, ça, je vais pas te contredire là-dessus, parce que le vous êtes sympa ou pas, il m'a tellement marqué que je crois que je l'ai fait à mes joueurs aussi. Oui, c'est possible, ça me dit quelque chose. Et puis je l'ai mis dans le générique. Vous êtes sympa ou pas? Ce passage est incroyable, et je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est vraiment la quintessence du génie de Fibre, c'est d'être capable d'aller chercher une scène mythique que pour les moins de 20 ans, forcément, pas parler à beaucoup de monde, mais c'est cette scène-là, c'est la scène de Mad Martigan dans Willow. Ah ouais. J'ai plus de 20 ans, ça me parle pas. Oh. Et ce passage est génial parce que, effectivement, ce qui se passe avec les joueurs est tellement parfait, parce que Fibre sait incarner Jotun de la meilleure manière pour donner un jeu incroyable. Sa répartie dans l'humour, elle est vraiment, elle me frappe. C'est comme le moins au moins je baise Mimolin de la saison 6. C'est toujours des claques comme ça d'humour sans être. Enfin, il se prend pas au sérieux en même temps. C'est très déroutant tellement il est fort sur cet exercice-là. C'est clair. Donc, Niklas manque de se faire écraser par une des autres fillettes. Il récupère des plumes de corbeau. Pendant qu'Atlan fouille le cadavre décomposé de la dernière et en sort un pendentif en argent, gravé d'un soleil souriant mystérieusement. Personne ne sait encore ce que ça veut dire à ce moment-là de la campagne. Mais ils poursuivent vers le nord et doivent passer un pont naturel et étroit au-dessus d'un gouffre de 40 mètres et rempli de stalagmites de cristaux inquiétants. Alors la traversée se passe bien, sauf pour Clodomir, parce qu'on découvre qu'il a des vertiges et il a besoin d'Atlan pour le calmer et pour se lancer. Atlan, lui qui passe en dernier, il n'a pas le temps de traverser, parce que le bandit qui s'était enfui dans la forêt le rattrape et l'attaque pour venger son ami. Je suis Cosmo Flash. Tu as tué mon ami, tu vas mourir. Ketra passe à l'attaque et lance sa hache qui finit au fond du gouffre.
À ce moment, Clodomir dévoile sa magie pour la première fois, et il finit par utiliser un 7 de carreau pour pousser le bandit à la suite de l'arme. Donc, aidé par une poussette d'Atlan, il s'empale sur les stalagmites de cristaux. Et dans sa grande compassion, Clodomir pioche encore des cartes pour réveiller le cadavre de Cosmoflash pour qu'il leur renvoie la hache de Ketra qui était tombée au fond du gouffre. Ouais, je trouve que Daz, c'est quand même vraiment un excellent joueur de jeu de rôle parce que ce move-là, il est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il pioche une carte de pique et Fibre directement dit bah ça va rien, ça va te servir à rien dans cette situation. Et tout de suite Daz, enfin Clodomir, il dit bah non, le mec se réveille et je lui demande de lancer la hache. Enfin, il fallait y penser, je trouve. Et c'est vraiment c'est un chouette moment de l'épisode. Oui, mais j'ai trouvé que c'était vachement ironique aussi. Alors qu'il vient de le tuer. Oui, voilà. Est-ce que Ouais. le mec, il aurait pu refuser? Ben, On sait une pas. fois qu'il est... Ouais, un set de carreaux, c'est pas très puissant non plus. Donc, je pense que pour le même prix, Fibre aurait pu faire en sorte que le gars se revienne à la vie et dise bah non, je la garde ta hache. Mais en même temps, c'est la magie de Clodomir qui l'a fait revenir à la vie. Donc, pour moi, les deux se valent. Ah, mais il revient vraiment à la vie? Moi, je croyais que c'était un fantôme, genre. Ah ouais, Un moi je vois zombie. plus ça comme ça. Ouais, une espèce de zombie. Ouais. Ouais, c'est un Ouais, zombie. c'est un, En fait, c'est un zombie. ouais, la magie des pics, c'est des zombies. Enfin, si tu fais revenir quelqu'un à la vie, c'est des sortes de morts vivants. Et en fonction de la force de la carte utilisée, ils vont être plus ou moins fonctionnels à un certain nombre de temps. Ah, d'accord, donc il va quand même finir par, par remourir à un moment, quoi. Ouais, bah typiquement là, le set de carreaux, il lance la hache et puis normalement, je pense que il retourne à son sommeil éternel. Ok. Alors, il me semble que Clodomir, justement, à ce moment-là, et c'est intéressant ce que tu soulèves, Céladon, parce qu'on va voir que ça va avoir de grosses conséquences par la suite. Très vite, il laisse Cosmoflash retourner dans les limbes de l'oubli. Et c'est effectivement Cosmoflash est contrôlé complètement par la magie de nécromancie de Clodomir. Impressionnant, c'est la première fois qu'il utilise la magie des cartes et c'est vrai que le joueur Daz part de cette magie avec beaucoup de facilité. Alors c'est pas un gameplay très très simple. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vite des conséquences puisque Fibre demande. Je crois que c'est Fibre qui lance les dés, à moins qu'il laisse déjà les joueurs lancer les dés pour les PNJ. Cosmoflash fait un jet pour relancer la hache. Et Cosmoflash, il arrive, on réobéit à Clodomir. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Par contre, il aurait pu rater son jet, mais il se trouve que le jet était excellent. À ce moment de la campagne, il fait encore quelques jets Fibre, puis il va complètement virer l'écran et il va plus du tout en faire. Mais dans cette situation-là, en effet, le jet est excellent. Donc, ils arrivent enfin au village de Claveau. Mais celui-ci leur est rendu inaccessible par une large rivière torrentueuse qu'enjambait un pont de bois maintenant écroulé. De l'autre côté, une femme leur fait des grands signes qu'ils ne comprennent pas. Ils finissent par découvrir un gué un peu plus bas et traversent sans problème. La femme de l'autre côté, qui a pour particularité de zozoter, s'appelle Julia, donc Zulia. Elle attend Ordo, qui doit venir aider le village car le sénéchal a été tué. Après un quiproquo de plusieurs minutes car les aventuriers hésitent à se dévoiler, ils finissent par se révéler en tant que remplaçants d'Ordo et d'aller voir ce qu'ils peuvent faire au village. Donc Julia les amène chez elle, leur explique la situation. Caldera et sa bande sont arrivés il y a peu sous prétexte d'avoir hérité du manoir sur la colline. Elle les soupçonne d'avoir tué le sénéchal, et depuis ils font la loi au village. Ils ont détruit le pont et ont ordonné aux gens d'arrêter de livrer le fer à Aria. Elle insiste pour que dès le lendemain matin, ils réunissent les gens du village pour remettre de l'ordre dans les affaires. Elle les informe aussi de ne pas sortir la nuit à cause du Shraou, une chauve-souris géante qui vit dans la grotte d'où cascade le parcours. Accessoirement, elle leur demande de réparer la statue de la déesse Dina que Caldera et ses hommes ont détruite. Donc dès l'aube,
Julia, elle est ultra motivée. Elle a rassemblé tout le village sur la place. Clodomir Ordo informe les habitants qu'ils vont reconstruire le pont et nommer un nouveau sénéchal. On a un bon aperçu du caractère bien trempé de Julia, qui les traite d'idiots et donne plus ou moins des ordres aux mages. Et il finit par envoyer 5 paysans réparer le pont à l'aide d'un plan conçu par Niklas. Alors, 2 choses à dire déjà. Zulia, on l'adore, hein. Vraiment personnage très très attachant. Et j'ai l'impression que c'est une des plus réalistes de la campagne comme ça. Je pourrais réagir comme elle dans les situations décrites. Et puis aussi, on commence à apercevoir la compétence artisanale de Niklas que j'adore. Vraiment, je trouve ça génial. Ça n'arrivera pas souvent dans la campagne, mais quand ça arrive, quand il construit des trucs ou il répare des trucs, c'est toujours avec énormément de pasase. Et là, avant de lancer son dé, il dit « Vous inquiétez pas, c'est pas un pont que je vais vous faire, c'est un viaduc. » et j'adore le côté arrogant que l'âme met dans le personnage de Niklas. Et j'aime beaucoup, beaucoup la compétence artisanale. Julia, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est pas trop expliqué dans l'actual play, mais le background qu'elle a dans le livre final qu'on peut faire jouer, il est que tu la comprends beaucoup mieux une fois que tu as lu ce À fond, background. ouais. D'ailleurs, Maître Likao, je sais pas si tu vas en toucher un mot. Oui, j'en parlerai tout à l'heure. Ok, génial, Je suis d'accord avec vous, c'est un personnage qui est extraordinaire, qui est très profond et qu'on espère revoir dans la campagne et qui pourrait même être un personnage jouable et qui a été bolossé par certains joueurs de certaines campagnes. Mais en fait, c'est super réaliste parce que, comme tu dis, c'est un personnage réaliste. Ouais. Eh oui, moi à ma table, il aime pas trop. Oui. Mais c'est à ce moment que Roman, un des hommes de Caldera entièrement recouvert de poils, vient les inviter à rencontrer son maître dans le manoir sur la colline. Ils finissent par se laisser convaincre par la promesse de boissons, de nourriture et de coussins moelleux. Donc ils repèrent plusieurs hommes, dont l'archer Tiyuyu sur le toit, les jumeaux Paquet Science à la porte. Le manoir est luxueux, et là, je sais plus l'œil de qui, je sais qu'il y a, là, il y a l'œil d'un des 4 qui est attiré par un œuf mystérieux veiné de verre, qui repose sur un manteau de cheminée, il me semble. Donc Eleden, un homme d'épée, les accompagne sur la terrasse à l'étage où les attend Caldera, le maître des lieux, accompagné d'Avlina et Xara, comme la voiture sûrement, c'est comme ça que je le prononce en tout cas. Il les reçoit avec manière et luxe, notamment avec abondance de beignets au safran, dont Atlan fait une petite réserve. Il explique poliment aux aventuriers qu'il souhaite faire de Claveau un village autonome qui va vendre son fer à l'Osmanli au lieu de le donner gratuitement à Rideau. Il prétend défendre les villageois du Shraou. Et une partie de l'équipe, en vrai, Daz et Atlan, sont pas insensibles à ces arguments. Ce qui énerve bien Julia. Et elle se gêne pas pour rappeler que Caldera est l'ennemi d'Arya et qu'il vend le fer d'Arya à l'Osmanli, qui viendra attaquer ensuite le royaume. Elle sort du manoir bien décidée à faire respecter sa fonction supposée à Ordo. Les joueurs sont divisés sur la démarche à suivre. Atlan est vraiment tenté. En tout cas, je sais pas si Dérive est vraiment tenté, mais il le joue très bien. Et il est vraiment tenté, en tout cas, de rejoindre le camp Caldera. Mais ils finissent par se positionner contre lui et continuent la construction du pont. Ils repartent ensuite au village, et Ordo se voit demander de juger une sombre affaire de moutons perdus entre deux habitants, ce qui ne l'enchante guère. Il expédie ça assez vite fait. Et le soir, il se retrouve à la salle commune avec tous les habitants du village et en profite pour se renseigner sur le traitement des gens par Caldera. Ils apprennent que celui-ci refuse que les femmes travaillent et qu'il a converti la moitié des mineurs en paysans. Même si certains sont assez fatalistes sur leur situation, cela finit de les convaincre qu'il faut se débarrasser de ce tyran. Je pense que l'argument de pas laisser faire ce qu'elles veulent aux femmes a pesé dans la balance.
Ketra insiste pour aller voir la grotte du Shraou plusieurs fois. On voit une petite Ouais. goutte de sueur sur le fond de fibre, mais ils finissent par pas y aller. Parce Ils ont que, failli one-shotter la campagne, quoi. c'est ça. Il leur dit bien non, mais c'est un gros monstre le Shraou, et comment vous allez faire pour monter jusque là-bas? Enfin bref, on comprendra pourquoi bien plus tard dans la campagne. Ça va, c'est pas un spoil parce que Céladon elle a déjà vu ce qu'il y avait là-bas. Donc un plan à base de potions hallucinogènes, le premier d'une longue série, finit par se mettre en place. Ils vont inviter Caldera et ses hommes à un repas pour les neutraliser tous en même temps. Le lendemain, Niklas s'occupe de la statue d'Ina. Pendant qu'il y travaille, Caldera arrive et lui explique que le dieu invisible vit dans cette montagne et que cette statue doit rester brisée. Mais Niklas ne peut accepter sa proposition, car on assiste ici à la première réussite critique de l'aventure, un magnifique 0-4. J'ai vu le jet. J'ai pas encore vu les résultats, mais vas-y. J'ai la 4. Ah, t'as fait 0,4. Alors, Comment, est-ce que tu- comment gâcher un tel travail? On répare la statue. Comment gâcher ça? Alors, tu Même si voulais... c'est nommé dans la merde, c'est un chef-d'œuvre que je vais faire. C'est-à-dire que je vais pas la recoller. Donc Je vais effectivement, Tu la resculptes. Je la resculpte. il met des petites paillettes dorées de fer dedans. Et comme les poteries japonaises, il a refait une statue, mais 10 fois plus belle, avec des veinures d'or. Elle est fantastique. Et tous les gens qui passent devant, ils disent oh, mais c'est une déesse fantastique. Et tout. elle a un diadème. Et il y a NVT dessous, quoi. Voilà. Et là, elle est vraiment elle est très imposante. Et d'ailleurs, tu sens que beaucoup de villageois, on va dire, te respectent particulièrement par rapport à ton âge, par rapport à ton art. Et Niklas refait la statue, veinée d'or, etc. Il l'a refait sublime. Un chef-d'œuvre. Ouais. Donc le plan se dessine. Atlan essaie de soudoyer subtilement Roman avec des beignets au safran, mais il se rend vite compte que celui-ci est fidèle à Caldera, et il abandonne l'idée. Avec l'aide de Julia, ils préparent un banquet dans la salle commune, où ils invitent Caldera et tous les habitants, sous prétexte de lui remettre les clés de la ville. Donc effectivement, le soir, tout le monde se retrouve dans la salle commune, et Caldera demande que le pont soit brûlé ou la statue brisée en signe de geste de bonne foi. Ordo Clodomir repousse habilement l'échéance et Caldera ainsi que ses hommes, sauf Paquessiance et Tiuu, donc l'archer et les 2 gardes de la porte, entrent dans la salle commune. Clodomir commence un discours pour la remise des clés et Niklas, sous ce prétexte, demande à Caldera de fermer les yeux pour le rituel. C'était un peu tiré par les cheveux tout ça, hein. On voit que bon, on n'est pas tout à fait sûr que ça marche. Ouais. Et il finit J'adore par... d'ailleurs quand Clodomir il fait son discours là. Fibre il est vraiment genre à chaque phrase il fait et Ouais. puis nanana genre où veux-tu en venir? C'est assez cocasse. Ouais, ça c'est... Oui, t'es en train de m'embrouiller, vas-y, continue. Donc, Niklas finit par jeter sa potion qui se répand dans toute la salle. Mais ils ont tous un jet pour résister aux effets de la potion, mais il n'y a que Ketra qui résiste. Et du coup, tous les autres hallucinent, dont Atlan, qui a fait un magnifique 92 encore une fois, Ouais. sur son Non, jet mais de résistance. c'est le fameux c'est un peu un running gag dans Game of Thrones, mais c'est le fameux chaos avec beaucoup de S, comme dit Fibre Chaos. Tigre, le fameux chaos. Parce que et il y a beaucoup de situations comme ça et ça c'est la première vraie matérialisation du chaos selon moi. Et j'adore quand Fibre il dit tout le monde est occupé de baver sur le sol, ou je sais pas exactement ce qu'il dit, et Niklas il répond ça me rappelle mes meilleures soirées à l'université. J'adore ce côté gros buveur de Niklas. Enfin, je me demande si Niklas c'est pas mon perso préf. Enfin, c'est impossible à dire parce que bon, Atlan, Daz, Lydia, Ketra, ils sont tous incroyables. Mais le côté gros buveur, gros dragueur de Niklas, c'est vraiment, ça me fend. C'est un de mes persos préférés. Il est dans le top 4 en tout cas. Donc la gladiatrice attache les hommes de Caldera et sort ses amis du nuage de potions. Elle attend qu'ils redescendent de leur trip. Niklas se réveille en même temps que Caldera et une flèche se plante à ses pieds. L'archer qui était resté en haut les a vus.
Ils décident donc de prendre Caldera en otage au moment où Pac et Science descendent de la colline. Les aventuriers désarment et attachent tous les hommes restants de Caldera, qui plaident pour sa vie et proposent le poids de Ketra en or pour sa libération. La première fois pour le poids de Ketra en or. Ça va revenir. L'équipe hésite sur la marche à suivre avec leurs prisonniers. Les villageois n'ont pas d'avis. De toute façon, les PNJ n'ont pas d'avis pour les dilemmes moraux, il faut bien se le dire. Caldera promet de partir du village sans jamais revenir. Il est prêt à jurer sur le fleuve d'Ema. Mais ils ne lui font pas confiance. Et ils hésitent à tuer toute la bande. Et quel sera le sort réservé à Caldera et ses hommes ? Eh bien, on le saura au prochain épisode déjà de Game of Thrones et au prochain épisode de Hola mon brave. Et voilà. J'en ai fini pour ce résumé. J'ai la bouche sèche. Et j'ai l'impression de n'avoir fait que lire sans mettre d'intonation, c'est horrible. Mais on verra bien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire maintenant que le résumé est terminé ? Excellent move d'Atlan pour les beignets au safran. On n'en a pas parlé, mais Ouais. j'aime beaucoup ce petit moment. Il pense déjà 3 coups à l'avance. Ça s'avérera être un très bon joueur. Atlan s'avérera... Dérive, pardon. S'avérera être un très bon joueur. Surtout incroyable de voir à quel point ça marche très très vite Ouais, à entre mort. les cinq. Et c'est vraiment, je pense, le secret du succès de Gore. Que ça aurait commencé sur une table toute simple, comme sur la JVTV ou dans un grand studio de télévision. Je pense que rien n'aurait fonctionné s'il n'y avait pas eu cette fusion très très rapide entre 5. Et parfois les étoiles s'alignent et là tout s'est aligné. En fait. Mais c'est ce qui s'est pas passé sur Stars en fait, si je puis me permettre. Oui. Je crois Voilà. qu'on est tous d'accord. Hein. C'est ce qu'a dit Daz d'ailleurs hier dans l'Elderfest. Stars, le scénario est même supérieur à celui de Gore. C'est un voyage dans les étoiles qui est incroyable. Mais parfois, prendre 4 joueurs extraordinaires, mais il faut, ce qui compte, c'est que les 4 matchent ensemble et matchent avec le MJ. Et là, ça a été le cas. Donc, il faut jouer entre potes et avec des gens avec qui on s'entend bien. Et Dérive, c'est vraiment le pote du pote du pote qui vient, mais qui est tellement de qualité qui fait que la sauce prend. Mais de toute façon, Dérive, il est incroyable. Moi, je l'ai su après qu'ils se connaissaient pas trop, quoi. Parce que pour moi, ça se voit pas du tout. Le mec, il est, de toute façon, il a une gouaille dès qu'il faut. Ouais. Son perso, il le tient à fond, quoi. Dès qu'il faut parler. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais le mec, il est trop fort pour ça. Au niveau de la répartie, de la malice, du charisme aussi, hein. Je pense que Derive, il a quelque chose qui est incomparable. Oui. Je l'aime bien, mais du coup, lui, il avait déjà fait du jeu de rôle avant ? Il avait une table de Star Wars, d'ailleurs, il en parle à la fin dans le débrief avec Ya, le réalisateur de l'épisode 1. Mais effectivement, c'est pas sa passion première. C'est lui qui avait... C'était pas Ketra qui avait... Ouais, moi j'avais ça en tête aussi. Il avait une table de Star Wars, ou peut-être je me trompe, enfin il avait fait un petit peu de jeu de rôle. Ouais, je crois que lui, il en avait fait un petit peu, mais Lydia, par contre, elle avait une table de Star Wars, justement. Elle jouait encore pendant qu'il jouait à Game of Thrones. Et elle fait toujours du GN. D'ailleurs, avec Siam de la Bonne Auberge. Ah ouais, je savais pas. Oui. Le GN, c'est quand même encore tout à fait autre chose. Hein. Oui. Mais donc, du coup, vous l'aurez compris, un spoiler, il n'y aura pas de hors-série Stars pour ce podcast. Moi non, je n'ai pas aimé du tout, non. Je n'ai jamais regardé
J'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes et c'est tout. Ah, moi, j'ai pas détesté, mais l'alchimie, elle est tellement pas pareille. Enfin, ouais, vas-y, Maître Bah, Chaos. comme si la Team Magic reprend Stars, puisque on a eu plein de nouvelles hier dans l'Elderfest, et on voit que la Team Magic a très très envie de faire du Star. Ouais, Ouais. ce sera sûrement une autre campagne, je pense, parce que connaissant Fibre, faire de la redite, ça m'étonnerait. Mais ils veulent faire du SF, enfin de l'ASF. C'est très tentant, ça donne très envie. Bah, bien sûr, il refera pas la même campagne, elle est déjà vendue celle-là. Il faut trouver autre chose à vendre. Ah bah peut-être Stars 2 avec comme Mademoiselle une reprise de la saison 4 en Stars 1,5. On peut toujours y croire. Ouais, peut-être. Ouais. J'adorerais personnellement. Ok, bah, donc maintenant on va passer à la deuxième rubrique qui est le point lore de Maître Lucao. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Bah écoutez, n'hésitez pas à m'interrompre, notamment Céladon, si y a des choses qui t'interpellent dans ce que je vais vous raconter. L'épisode 1 de Game of Thrones, il y a énormément de lore dès le premier épisode. Je pense que c'est ce qui m'a fait vraiment tomber dans cet épisode, c'est la richesse de cet univers, qui est liée aussi à la richesse de la naissance du projet. Cela est très lié. Il faut savoir que Fibre Tigre écrit sur Arya et sur l'Osmanie depuis très longtemps, hein, depuis le début des années 2010. Alors il en parle, je ne vais pas reprendre ses explications, je vous laisse regarder ses streams sur Twitch. Il explique la genèse du projet. En fait, au départ, Arya, c'est surtout Varna et l'Osmanie. L'Osmanie, un pays qui est tiré de la Turquie médiévale, un pays qui adore Fibre. Et il faut savoir que l'un des premiers pilotes Game of Thrones, où il y avait MV d'ailleurs, et Daz, commence à Varna. Et ce premier épisode de Game of Thrones, nous retrouvons nos 4 héros finalement près de Varna. Ils n'iront heureusement pour le scénario de Fibre pas avant très très longtemps. Et ils se trouvent perdus dans cette immense forêt primaire, la forêt de Sauvanie. On va rencontrer ces 4 archétypes, l'alchimiste de Kniga, le mage des cartes d'Aria, le noble déchu très mystérieux, mais qui aurait peut-être des traits de Varna, ses cheveux clairs et ses yeux noisettes allongés, ces traits que nous allons retrouver chez Hermance, d'ailleurs à Rance, et donc Kétra d'Achanul, la gladiatrice d'Akaba. Alors, on entend parler effectivement par Fibre du naufrage de Niklas. Et il faut savoir en fait que ce scénario, hein, qui a été testé en pilote aussi, cette fois-ci Daz et Lame, en fait c'est le scénario d'un fuyard poissard qui se passe entre Valcouleur et Void. Un scénario qui est jouable dans les préludes. Et le personnage de Caldera aussi on peut le retrouver dans le scénario Un jour de peste à Malbouzon. Donc Malbouzon qui est le village d'origine de Clodomir, dans un scénario qu'on peut retrouver dans le prélude. Donc on voit la richesse des mondes d'Aria très très rapidement. Donc le périple de nos 4 aventuriers commence pas si loin de Varna, hein, près des fermes de cette cité-État où on apprend que Kétra, la Juste, a déjà sauvé
une famille de paysans. Elle est à la poursuite de bandits qui apprendront plus tard en fait que ce sont des gens à la solde de Caldera. Caldera, un ancien soldat du Khan d'Osmanie qui a traversé le mur de Varna, ce grand mur qui sépare les royaumes d'Aria de l'Osmanie et qui protège les royaumes d'Aria des vagues des barbares, entre guillemets, osmaniens. Drac, comme tu disais, Anna, le point de vue dépend d'où on se place, n'est pas forcément les plus barbares, ceux que l'on croit. Il faut savoir aussi que dans la temporalité, on se situe 1 an après la chute du mur de Varna et que c'est encore compliqué entre Aria et l'Osmanie. Ce moment-là, donc la chute du mur de Varna, on peut le suivre dans l'actual play, l'un des premiers actual play de la team Mademoiselle en podcast, où on voit effectivement ce qui se passe et où on peut en apprendre plus, notamment sur le personnage de Julia. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc, nos 4 aventuriers vont vite arriver à Rance. Et finalement, donc, on suit le premier scénario qui s'intitule Une histoire de bailli, le dilemme de Roger. C'est aussi le scénario du livre des petites magies que Fibre a écrit au début des années 2010. Donc on reprend quasiment toute la trame de cette nouvelle, les environs de Varna et le lord de l'Osmanie, un mage qui fait comme Clodomir son parcours initiatique, le parcours de l'éveil. Sauf que la magie des cartes n'est pas encore présente, mais on suit ce personnage qui est l'un des nombreux avatars de Fibre Tigre. Donc, je vous conseille cette nouvelle, elle est très très intéressante. Où on va retrouver donc Roger, Hermance, Esclarnide et Baudouin. Et finalement, le personnage du mage lui aussi, étonnamment, suivre à peu près ce que vont faire nos 4 joueurs, à savoir ne pas pendre les 3 accusés et essayer de rendre la justice de la meilleure façon possible. Et sans oublier de prendre quelques argents. Et ensuite, donc, le personnage arrive lui aussi à Rance. Et effectivement, on rencontre le personnage de Julia qui va raconter son histoire à ce mage, histoire qu'on peut retrouver aussi dans JDR papier. Donc, il faut savoir que Julia est une orpheline de Varna, d'Osmanie, pardon. On comprend que les Varniens et les Osmaniens ont beaucoup plus en commun qu'on ne le croit, notamment au niveau du sang. Et cette jeune orpheline donc a été disposée en bas du mur d'Osmanie et recueillie à Varna. Elle est devenue vestale du temple des chats sacrés et pendant la chute du mur, elle a choisi pas être victime, mais d'être survivante des actions des soldats de l'Osmanie. Et elle sera doublement condamnée puisque elle n'est plus une Vestale pure et elle est condamnée à mort par le roi Aksar de Varna. Et alors on peut estimer que le roi agit de façon très très paternaliste, très injuste. Mais en fait, on comprend, en tout cas, c'est ce qu'explique le mage dans le livre des petites magies, c'est qu'il laisse à Julia l'occasion de s'enfuir. Occasion qu'elle s'empressera d'utiliser pour quitter Varna et arriver à Rance, où elle va rencontrer donc Persimony Gideon, maréchal d'Arance,
et elle va avec lui se découvrir une passion pour l'administration et apprendre avec lui le métier de sénéchal. Effectivement, on va découvrir cette Julia, personnage très attachant, qui peut effectivement taper sur les nerfs de certains joueurs, mais qui finalement a des réactions, tout ce qu'il y a de plus logique et de plus normal. On se dit qu'on aimerait bien peut-être la retrouver plus tard dans l'actualité. On va découvrir de nouvelles races, puisque effectivement Aria, c'est de la low fantasy. C'est un monde qui est peuplé essentiellement par des êtres humains qui connaissent la magie, mais qui vont peut-être passer leur vie à ne jamais la rencontrer. À Arance, on va rencontrer donc Caldera, ce général osmanien qui est un Linassi, donc un homme avec des yeux rouges, cheveux rouges aussi, très intelligent, très athlétique, très fin stratège, qui finalement n'est peut-être pas le seul Caldera. On sait, en lisant le livre des petites magies et le JDR, que Caldera a aussi des sosies. Donc, si on tue Caldera pendant le scénario Jour de peste, en fait, ce n'est pas le Caldera que nous allons retrouver à Arance. Et il est accompagné de Croc Killer, donc Roman ici, qui signifie beignet, qui lui est un Mélanassi, donc un homme rondouillard, très grand, très fort, mais assez paisible, qui adore les beignets, qui est recouvert de poils noirs, qui a la peau noire aussi. On apprendra plus tard, en fait, que les Linassi, les Mélanassi font partie des mutations génétiques des peuples d'Osmanie, mutations dues à la clarté de Tansani. Mais je n'en dirai pas plus, on le découvrira plus tard, dans la suite des aventures de nos 4 aventuriers. Ok, merci Maître Likao pour ce point alors très complet. Mais je n'en doutais pas. C'est le puits de Merci. science, notre maître Likao. On adore. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dense dès le départ. Il y a plein d'infos à balancer, c'est la création d'un univers, donc c'est vrai qu'il aborde l'Osmanie, il aborde différentes races, il y a plein de personnages qui se mettent en place. C'est un bon premier épisode pour un point lore. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte à l'écoute comme ça. Mais quand on creuse un peu, il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, j'ai pas fait le point sur les dieux, etc., parce que je pense que ce sera plus intéressant d'en parler dans l'épisode prochain. Je suis d'accord avec Ouais. toi, Anna. Il y a énormément de petits détails. Et au fur et à mesure qu'on réécoute ce premier épisode, tout est déjà là, en fait. Tout l'univers C'est ça. d'Aria est Ouais. présent. Et il y aurait tellement à dire déjà, ne fût-ce que sur la magie ou sur l'alchimie. Mais je pense que petit à petit, tu auras des meilleures portes d'entrée pour parler de ces sujets-là au fur et à mesure des épisodes. Je pense. Ok. Eh bien, du coup, on va passer maintenant à la chronique d'Anna June. Donc, toujours, du coup, les stats nuls d'Anna June. Je fais un apaiser Ouais, les cœurs. Vas-y. Un peu de cœur de Gérassi. 92. Impossible pour moi de commencer cette chronique autrement que par cette stat historique. Atlan a donc bel et bien fait 3 fois 92 pendant cet épisode. Et ce résultat représente pas moins de 43% de ses jets de dés de la soirée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est vraiment impressionnant. Avec mes frangins, on a essayé de calculer des probas autour de cet événement. Et comme on a galéré, on a même demandé de l'aide à la tuitosphère. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait 0,34% de chances qu'une telle situation se produise. Alors autant vous dire que Game of Thrones démarre avec panache, avec la naissance d'un mythe en réalité, tout simplement, avec la naissance du fameux 92. Ouais. Sinon, ça, je veux dire, il n'y a pas plus iconique quand on pense à Game of Thrones que ce 92. Et c'est 3 fois, 3
sur 7 jets de dés, donc c'est vraiment incroyable. Sinon, il y a eu 36 jets de dés pour ce premier épisode. 36, c'est aussi le numéro atomique du krypton, le nombre de touches noires sur un piano et le préfixe téléphonique de la Hongrie. Voilà, ça c'est cadeau. Ça fait jamais de mal de se cultiver un petit peu. Alors nos aventuriers ont déjà menti 12 fois, mais presque toujours sur le même sujet, donc c'est déjà ça. Niklas a trinqué 2 fois, Atlan a fait 3 tentatives de diplomatie, Ketra a jeté 2 fois CH, Clodomir n'a perceptionné qu'une seule fois, et Zulia a zozoté 47 fois. Ils ont perdu 4 PV, tous pour la pomme d'Atlan, et ils en ont infligé 5. Ils ont dit 3 fois mon brave, et pas seulement Atlan, et la stat qu'ils ont le plus utilisée est la perception, même si à ce stade de l'aventure, ils n'ont pas encore pigé que c'est le mage qui deviendra The Perceptionneur. C'est Niklas qui réalise le meilleur et le pire jet avec un 4 et un 97. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, 97. Oui. Niklas était on fire d'ailleurs pendant cet épisode parce qu'il a réussi plus de 80% de ses jets et c'est lui qui en a jeté le plus. Il a créé un pont suspendu, réparé la hache de Ketra, nommé 2 potions mythiques et sublimé une statue d'Ina. J'ai envie de dire beau palmarès pour le joueur français. En plus, exploit, il n'a dragué personne pendant cet épisode et je pense que ce sera probablement le seul. Alors, j'instaure aussi aujourd'hui le compteur de mort qui va se gonfler d'épisode en épisode et qui est pour l'instant à 2. 2 victimes, qui sont encore sages à ce stade de l'aventure. Chaque épisode, nous ferons honneur au PNJ ainsi tombé tristement au combat. Donc voilà, adieu Cosmoflash empalé par une stalagmite. Adieu brave bandit anonyme transpercé par une hache. Vous serez à jamais dans nos cœurs. Pour terminer, j'ai un petit quiz pour vous. Hors pièce d'or, les aventuriers ont récupéré 14 objets pendant cet épisode. Selon vous, combien d'entre eux ont été lootés par Ketra ? Oh, 10 au moins. Non, pas tant que ça au début, si. Non, je dirais la moitié. 7. Eh bien, toi, c'est là-dedans, tu penses combien ? Plus ou 12. moins ? Eh bien, elle n'a récupéré qu'une malheureuse étoffe et pour le reste, nada. Donc, comme quoi, on va voir si cette réputation de looteuse intempestive n'était en réalité qu'un écran de fumée. Voilà, ainsi se terminent ces premières stats nulles. J'en profite d'ailleurs pour remercier Il meurt à la fin, c'est son pseudo, qui est la personne qui est derrière le compte Twitter @stat avec un S Goffroll, qui recense tous les lancers de dés de l'émission et qui m'a bien aidé pour rédiger cette chronique. C'est stylé comme pseudo, ça. Il meurt à la fin ? Ouais, c'est C'est très stylé. au singulier ou au pluriel ? Au singulier. Ça fait un petit peu penser à John meurt à la fin. Voilà, c'est juste un livre. D'accord. Eh bien, merci Anna pour ces stats. Je pense que Ketra, elle va se rattraper, hein, franchement. Ouais. En Je tout tiendrai cas, un compteur de loot, un compteur de mort, un compteur de trinquage de Niklas. oula, il y a de quoi faire. Il y a un Ouais. compteur de drague, non ? Oui, exactement, c'est prévu. J'ai ma petite colonne, mais pour l'instant, elle est vide. Donc j'étais un peu triste. Et un compteur de mensonges aussi. Oula, j'espère que tu as prévu des feuilles A4 rien que pour cette colonne. Avec toutes les barres. Faudrait peut-être plutôt faire que des compteurs de vérité, ça irait beaucoup plus vite. Je pense. Ok, et bien du coup maintenant on va passer à la dernière partie de l'émission et c'est les prédictions de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Ouais, c'était super stylé en tout cas, c'est incroyable. Merci. Enfin oui, c'était un peu par là que je voulais commencer. Je voulais vous remercier avant de commencer parce que c'est vraiment super pour moi. C'est un plaisir de partager un petit peu de temps avec vous parce que c'est important quand même. C'est agréable de vous écouter et je suis assez contente aussi de découvrir Gore parce que du coup je connais pas, hein, c'est ce qu'a dit Erkep au début. J'avais vu aucun épisode d'Aria et
Bon, du coup, celui-ci, je l'ai vu et j'en ai vu aucun autre et il faudra que, enfin, j'attends le prochain podcast pour regarder le suivant. Et c'est une manière de visionner que je trouve qui est plutôt agréable parce que en fait, comme ça, on pourra débriefer ensemble. Je pourrai regarder certains passages et tout ça. Donc voilà, juste un grand merci avant de commencer. Du coup, cette chronique, je vais essayer de deviner ce qui va se passer dans le prochain épisode. Alors, je pense que ce sera pas une grande réussite, mais alors ça s'était conclu sur Clodomir s'était pas encore réveillé. Et je pense du coup que la première chose qu'on verra, c'est Clodomir qui se réveille de son délire hallucinatoire. Et je pense qu'il va pouvoir expliquer ce qu'est le serment du fleuve des morts, parce que je crois qu'ils n'étaient pas au courant de ce que c'était. Et du fait, la proposition de Caldera, elle aura sûrement plus de sens et elle sera peut-être acceptée par l'ensemble des aventuriers. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'ils n'exécuteront pas l'ensemble malhonnête formé par Caldera et son club de mercenaires, ni Caldera tout seul en fait, parce que je sais pas, j'ai le sentiment que ce sont des gens bien, et aussi parce que ça laisserait l'opportunité à Roman de devenir leader et de sévir ailleurs. Donc je pense qu'ils seront peut-être plutôt cléments. Après, Clodomir, il a l'air d'être quand même un bourreau plutôt créatif. Donc, il y a aussi moyen qu'il trouve une solution solution que personne d'autre n'aurait pu imaginer. J'aurais opté, alors du coup maintenant je sais que c'est pas le cas, mais par exemple, je pense qu'il aurait pu les envoyer à la mort en leur demandant de vaincre eux-mêmes le Shraou et comme ça ils se seraient débarrassés de 2 problèmes en même temps. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Et dans le prochain épisode, du coup, le groupe n'ira pas rendre visite au Shraou. Pas encore. Voilà, merci beaucoup. De Merci rien. à toi. Tes prédictions sont très intéressantes et très pertinentes parce qu'effectivement, ce serment sur le fleuve des morts de Caldera, il est tellement important et bien sûr, on ne va pas te spoiler ce qui va se passer dans Non. l'épisode prochain. Mais non. Mais tu as bien souligné vraiment... la créativité de Clodomir. Effectivement. 2 points très, très On importants. fera un petit débrief en début d'épisode la prochaine fois pour voir un petit peu Que tu as eu si juste les ce que tu as prédictions eu. se sont réalisées ou pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que le serment sur le fleuve des morts, ça va être un des fils conducteurs, je trouve, de la Ouais. campagne. Ça va être un Il peu la existe- manière de... Il existe déjà d'ailleurs dans le livre des petites magies où le personnage arrive à s'extraire du serment du fleuve des morts. Il utilise une magie très très particulière qu'on ne reverra d'ailleurs jamais dans l'actuel play, qui est la magie de l'encre, qui lui permet justement d'avoir pied sur Caldera, et c'est comme ça qu'il va réussir à se sortir du piège de Caldera. Et cette magie n'existe pas dans la nouvelle version d'Aria. Mais c'est vrai que le serment du fleuve des morts, ça a été un peu après l'arme magique de Fibre Ouais, pour essayer de faire ce qu'il voulait aux c'est joueurs. ça. Mm. Ils n'ont jamais su ce qui se passait vraiment si. Mais c'est ça toute la magie, parce que comme nous, êtres mortels, certains d'entre nous, nous avons des croyances en des dieux, et il y a toujours ce côté, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, et tu sais pas ce qui se passe après. Et le fleuve des morts, c'est un peu l'épée de Damoclès qui va être utilisée tout au long de la campagne. Et ils le prennent très à cœur, les joueurs. Je trouve ça génial, Ouais. parce qu'ils pourraient dire bon, je fais mon serment et puis je m'en fous, quoi. Mais non, ils se disent purée, ça a l'air d'être un truc bien fat. Je le ferai qu'en dernier recours, sans savoir quel est le risque encouru. Ouais. Je trouve ça super beau en tout cas, parce que ça fait aussi une sacrée référence
Ouais, Enfin, le fleuve des morts, c'est quand même assez Styx. lourd. C'est le Styx, en fait, c'est le serment sur le Styx des Grecs anciens qui a revidé Fibre sur Aria. Le serment sur l'oie sacrée, et on verra un peu plus tard, est aussi un serment qui existe dans notre monde. Oui, Et le fleuve des morts existe physiquement dans Aria. Hein. Vous l'avez vu il n'y a pas Ouais. très longtemps. Céladon dans la, dans la campagne qu'on est en train de jouer. C'est vrai que j'ai réalisé après coup, et le lendemain, mais on a vu le fleuve des morts et tout, et j'étais genre la légende. Vous l'avez vu vite fait, ouais. Il y en a une qui l'a vu de près. Eh bien, c'est donc la fin de ce premier épisode de Hola mon brave. Merci à ceux qui nous ont écoutés. On ne sait pas encore s'il y en a, mais en tout cas, merci à eux quand même. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions, nous dire tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit en commentaire sur la chaîne YouTube. Donc c'est la table virtuelle, ou sur Twitter. On a un Twitter, c'est @la-du, je sais jamais, -8 virtuel. Pour ceux qui nous découvrent avec ce podcast, on fait aussi des actual plays, dont la campagne Aria, avec du coup Céladon en PJ, et Anna June et Maître Likao en PNJ important, qu'on rencontrera plus tard dans Aria officiel. Et on est en live Twitch le mardi et mercredi, et les rediffusions sont sur YouTube. Donc merci à vous trois de m'accompagner dans ce nouveau projet. Donc Merci à toi. Maître Likao, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir ou dis-moi. Donc, je me jette du Aria donc cette semaine. Je propose aussi de faire des lectures collaboratives sur Voyage en Osmanli, le livre dont vous êtes le héros qui parle de la vieille Osmanli d'Aria. Et je pense cette semaine aussi faire la lecture collaborative du livre des petites magies, justement, si ça vous intéresse, sur le Discord de la Dice Rolling Team. Ok. Anna June, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? donc vous pouvez me retrouver sur Twitter où je fais des petits montages Game of Roll et je raconte des conneries sur Game of Roll. @Anna June Barker. J'aimerais promouvoir mon Instagram où je fais des dessins. Quelques dessins en rapport à Game of Roll, mais pas que. C'est @DAnnaJuneBarker parce que mon blaze était pris, donc j'ai dû mettre D devant comme si j'étais une méga star. Ou sinon, pour le reste, je suis en plein déménagement. Ceux qui ont vécu un déménagement savent ce que c'est. Ma vie n'est que carton et démontage de meubles actuellement, donc je n'ai pas grand-chose à promouvoir, mais je vous invite à aller voir le one-shot que j'ai jeté sur la chaîne de la table virtuelle où Erkep et Maître Likao, vous êtes joueureuse. C'était trop bien. C'est très cool. Et du coup, Céladon, dis-nous. Ah non, je n'existe que... j'existe sur Internet qu'avec la table virtuelle. Mais oui, je sais, C'est j'ai déjà très cherché bien. partout, je t'ai trouvé nulle part. Elle n'existe pas en fait. Alors oui, je n'ai ni Instagram, ni Facebook, j'ai juste une adresse mail, voilà. Eh ben c'est bien. Au moins, t'es avec nous et c'est ce qui compte. Ouais, envoyez-lui du love dans les commentaires. Céladon, Voilà. t'es la meilleure. Céladon pour toujours dans nos cœurs. Je compte sur vous. Oh là là, c'est trop. Céladon, la meurtrière, ça c'est ses dernières actions. Désolé, mais sur le dernier commentaire qu'on a eu pour Céladon, c'était je pense que Céladon a pris du plaisir à tirer sur son compagnon. Voilà. Parce qu'elle tue des gens sur des îles avec des dinosaures, mais ça c'est un autre jeu de rôle. Donc il nous reste plus qu'à nous dire au revoir jusqu'au prochain épisode. Encore merci d'avoir été là. Et Merci à toi. je sais pas exactement quand on va sortir celui-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain, ça sera le mois prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien et
Ciao. Ciao. Bisous. Bisous.